on se trouve avenue Gustave Dron. Alors Gustave Dron, c'était un médecin et on a nommé Dron l'hôpital qui se trouve à Tourcoing. Alors certes, l'hôpital Dron n'est pas sur la 9e circonscription, mais vu que la France Insoumise, on considère les élections législatives comme des élections nationales, on ne va pas s'arrêter aux petites frontières. Et c'est pour ça qu'on va parler de la situation à l'hôpital Dron, parce qu'il faut savoir que l'hôpital donc de Tourcoing a été prévu pour 35 000 entrées par an, mais c'est plus de 50 000 malades qui sont accueillis tous les ans. Alors on nous martèle depuis 30 ans que c'est la crise, qu'il n'y a pas d'argent, et pourtant on n'a jamais eu autant de personnes milliardaires en France en 2017. Dans les salles d'attente, on ne respecte plus les personnes. Dans l'avenir en commun, le programme, nous défendons les positions suivantes. D'abord, une population heureuse et en bonne santé coûte moins cher qu'une population malade. Et puis nous voulons la sécurité sociale intégrale, c'est-à-dire rembourser 100% des frais de santé, y compris le dentaire, l'optique et les soins auditifs. Et puis enfin, on veut viser l'allongement de l'espérance de vie, et l'espérance de vie en bonne santé, parce qu'on a constaté, comme en Angleterre, que dans tous les pays où on recule l'âge de la retraite, l'espérance de vie diminue. Et on n'est pas venu pour souffrir, comme dirait Aléry. Respecter pour faire cesser le cercle vicieux de la maladie. Alors parfois, Jean-Luc l'a dit, on dirait du Zola quand on voit des gens décharnés qui arrivent à l'hôpital, aux urgences, qui sont complètement malades. Et pourquoi est-ce qu'ils sont malades? Au départ, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas pu faire soigner une dent, et puis finalement, ils ne peuvent plus s'alimenter, et ils arrivent à l'hôpital dans des états pitoyables. Alors, on est en 2017, on n'est pas dans Germinal, la France Insoumise proposera à l'Assemblée des lois pour changer le traitement qui est réservé aux gens dans les hôpitaux. Nous avons tous besoin de soins. Merci. On continue. Souvent beaucoup trop cher pour que j'aille rendre visite à ma famille à Lyon, parce que 300 € l'aller-retour pour un week-end, tout le monde ne peut pas le payer. Et bien si vous habitez à Lille et que vous voulez prendre le Ouigo, donc le Ouigo on vous le vend comme départ de Lille, sauf qu'en fait vous allez devoir faire 30 minutes de métro, vous allez devoir faire la queue comme les gens là-bas qui sortent. Et puis ni dans les Ouigo, ni dans ce qu'on appelle les bus Macron, vous ne pouvez pas y accéder si vous n'avez pas de carte bleue. Il faut quand même savoir que la carte bleue, tout le monde n'en a pas. Il y a des gens qui se retrouvent complètement exclus des transports. Et puis il n'y a pas de guichet, tout se passe sur Internet. Il faut aussi parler de la précarité numérique. Tout le monde n'a pas un ordinateur, tout le monde n'a pas accès à Internet. Et les transports restent très difficilement accessibles pour ces personnes-là. Également à bord des trains, à bord des bus, les Ouigo et les Ouibus, il y a très peu de personnel. Le chauffeur de bus fait par exemple l'accueil, le compostage des billets, etc. Et la seule raison pour laquelle on a inventé ces moyens de transport, c'est la pseudo-austérité, comme on le sait. Alors qu'on l'a dit il y a 5 minutes, on n'a jamais été aussi riche en France. Donc on ment un petit peu quand même en nous disant qu'il faut toujours faire des économies, faire des économies, faire des économies. Et pour stopper aussi ce qu'on appelle les déplacements transversaux en renforçant le tissu des transports dans la métropole lilloise. Par exemple, on est ici à Tourcoing, si je veux aller à Collier, je suis obligée de passer par la gare Lille-Flandre. On est obligé on n'y en a pas la possibilité de faire des déplacements transversaux. Et puis les transports gratuits, qu'on ne nous dise pas que c'est pas possible, ça se fait à Aubagne, ça se fait dans 30 autres municipalités de France, et à Dunkerque, là aujourd'hui, si vous y allez, vous pouvez prendre les bus gratuitement, comme tous les week-ends. Donc on pense vraiment qu'il faut changer le système de transport en France. Alors là, on a parlé du transport de personnes, il y a aussi le fret, puisque la France, et particulièrement le Nord, avec sa proximité avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec la Belgique, c'est une véritable plaque tournante pour les camions. Donc on a systématiquement des camions sur les routes, et pour le dire très simplement, nous ce qu'on veut faire, c'est mettre les camions sur des trains. Tous les camions qui devraient traverser la France, on les met sur des trains, on redynamise aussi les gares. Et pour cela, on va introduire, si on est élu, une taxe carbone sur le transport de marchandises. Parce que c'est quand même fou quand on y réfléchit que nos vaches qu'on va manger en steak, qu'on nous propose comme de la vache française, soient élevées en France, soient tuées en Hollande, transformées en Pologne, assaisonnées en Irlande, et puis ramenées au supermarché du coin. Et j'en profite pour une parenthèse et pour rappeler que nous sommes pour
la sortie des protéines carnées. Voilà, donc on va continuer vers notre prochaine étape dans cette déambulation à Tourcoing. Donc nous sommes maintenant à notre troisième étape de cette déambulation insoumise et nous sommes rue de la Ferme. Donc moi il m'a semblé que c'était intéressant de parler de notre politique en matière d'agriculture. Et dans l'avenir en commun, donc notre programme, notre volonté est de sortir du modèle industriel de l'agriculture pour donner sa place à l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, c'est pas un retour en arrière où on se met à travailler à la main à l'ancienne, hein, on ne préconise pas de revenir comme il y a 200 ou 300 ans. Par contre, on veut en finir avec la ferme des 1000 vaches, parce que la ferme des 1000 vaches, elle va se transformer en ferme des 10 000 vaches, en ferme des 100 000 vaches, et où est-ce qu'on s'arrête? Je pense qu'il faudrait qu'on s'arrête dès maintenant, parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est de générer des désastres à la chaîne, dans l'agriculture. Notamment avec les pesticides. Alors les pesticides, ils polluent nos assiettes, mais ils polluent aussi les sols et ils ruinent complètement l'environnement. C'est-à-dire qu'on rend la terre inutile. Et puis les pesticides dans nos assiettes, ils nous empoisonnent, donc ça affecte à la fois notre morale et notre capacité à travailler. Donc finalement, on mange pas bien. On se retrouve malade, on rentre dans un cercle complètement vicieux et comme on est malade, on peut moins bien travailler, on gagne moins bien sa vie, on mange de plus en plus mal et on est dans un cercle vicieux de la galère qui prend complètement racine dans notre assiette en fait. Alors, on va remplacer ces cercles vicieux dont je parle depuis tout à l'heure par des cercles vertueux et notamment, là on a plein d'enfants et ce qu'on vous propose les enfants, c'est de vous donner à manger du 100% bio et local à la cantine gratuitement. Parce que les enfants, enfin moi j'ai travaillé à Roubaix, je l'ai vu, il y a beaucoup d'enfants dans les collèges, dans les écoles, pour qui le seul repas de la journée, c'est le repas de midi à la cantine. Et quand ils mangent des trucs tout prêts qui arrivent livrés en camion, qui sont de mauvaise qualité, on ne peut pas grandir, on ne peut pas se construire, être en bonne santé, en vivant dans des conditions pareilles. Et puis, notre cercle vertueux, on va aussi le faire en créant des emplois dans l'agriculture, parce que faire du bio et faire de la nourriture de qualité locale, ça implique de ne pas ramener des tomates d'Espagne par camion. Et donc on veut créer 300 000 emplois dans l'agriculture. Alors souvent sur les porte-à-porte, les tractages, vous l'avez déjà entendu, j'en suis sûre, on nous dit mais le bio c'est trop cher. Et notre réponse, la réponse qu'on peut apporter à ça, c'est qu'il faut payer le juste prix pour que les producteurs soient rémunérés correctement, parce que les fermières actuellement, il y a quand même un énorme taux de suicide qui est inacceptable. Et on veut aussi supprimer les intermédiaires qui sont complètement inutiles en relocalisant la production. Et je vais vous faire une petite pub, je ne suis pas très pour la pub, mais le court-circuit existe à Tourcoing. Il y a des antennes à Lille, à Vendrechy, un petit peu partout dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça vous permet de passer directement votre commande auprès du producteur et ils font quasiment tous les aliments. Et puis, ce qu'il faut dire aussi sur le bio, c'est que c'est le bio qui doit devenir la norme, absolument. C'est-à-dire que c'est pas le bio qui devrait être étiqueté comme un produit de luxe ou quelque chose comme ça, c'est le reste qui devrait être étiqueté comme provenant d'une agriculture polluante et nocive pour l'organisme, pour la société, pour la terre, pour les animaux. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est vraiment au centre de tout. On mange tous les jours si on en a les moyens et donc ça nous concerne directement. Voilà, donc nous ce qu'on veut, c'est vraiment défendre le modèle d'agriculture paysanne de notre temps, de 2017. Merci. Ici on se trouve devant le pont hydraulique au quai de Marseille. Le quai de Marseille a été tracé entre 1886 et 1890. Le pont hydraulique avait été construit en 1905 avant l'exposition internationale des industries textiles de 1906. Il permettait aux visiteurs de franchir le bras du canal de Roubaix, creusé vers Tourcoing en 1880. Et ça a été fait aux usines de fibres. Il fut détruit le 16 octobre 1918 par les Allemands, reconstruit en 1920. Son système de levage fut électrifié en 1926.
réhabilité en 1994 et 1995, il garde sa silhouette d'origine, mais son système n'est plus fonctionnel. Bravo. C'est vrai que, pour que j'ai la parole, c'est vrai que le pont a été fait par rapport aux trucs des industries textiles. C'est vrai que vers l'époque, sur Roubaix-Tourcoing, au 19e siècle, il y avait pas mal d'entreprises textiles. Il n'y avait pas un quartier de la ville qui n'avait pas une ou deux entreprises. Bon, ça employait de la main-d'œuvre. Parce qu'il faut savoir qu'à Tourcoing, au début du 19e siècle, la ville n'avait pas beaucoup d'habitants. Et après, par la suite, avec les gens qui sont venus travailler dans le textile, ça a permis que la ville soit un peu plus grande. Bon, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi les conditions de travail de l'époque. Bon, c'est vrai qu'avant, on employait les jeunes jusqu'à 8 ou 10 ans, ils travaillaient dans les entreprises textiles. On les employait surtout en dessous des machines de tissage et des filatures parce que ça permettait, ils étaient plus agiles pour renouer les nœuds en cas que ça cassait par rapport à un adulte qui a des mains beaucoup plus grosses. Bon, après, il faut voir aussi la question des conditions de travail de l'époque. Parce qu'il faut se dire que dans l'industrie textile, surtout la filature, la laine, pour qu'elle soit bien travaillée, elle doit être unifiée. Donc ça veut dire que la main-d'œuvre, ils travaillaient toujours dans l'humidité et tout ça. Les conditions de travail, les salaires très bas. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de grèves et tout ça à l'époque. Voilà. Jean-Louis a conclu en parlant des grèves et je vais donc rajouter juste 2-3 éléments du programme L'avenir en commun qui concerne l'industrie. Notre idée dans notre programme, c'est donc d'empêcher les licenciements boursiers et d'abroger la loi travail. Jean-Louis et moi, on a participé à toutes les grèves contre la loi El Khomri l'an dernier parce que, comme vous tous, on a reconnu le danger sous-jacent des termes comme flexibilité, comme ubérisation. Et on peut prendre l'exemple de la Voix du Nord, par exemple, puisqu'on avait une journaliste avec nous il y a une demi-heure. Ils ont supprimé là 132 postes. Pas parce qu'ils perdent de l'argent, mais en prévision de l'argent qu'ils pourraient perdre. Et ça a été permis à cause de la loi El Khomri. Et la loi El Khomri, je vous rappelle, ça a quand même été fait par un gouvernement qui se revendique de gauche. Alors je rajoute donc cette prise de parole improvisée parce que elle m'est venue à l'esprit en voyant les gens qui sont en train de pêcher au bord du canal. Je voulais dire qu'on est dimanche et que le dimanche, c'est censé être un jour de repos. Et il faut absolument se battre pour ne pas nous faire faire du travail le dimanche. Là, on est bien, on est au soleil, on est zen. Et on a besoin de ça dans la semaine. On n'est pas là pour travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les supérettes ouvertes le dimanche, c'est surtout des salariés, des femmes qui sont à temps partiel. On leur impose des horaires horribles, elles ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Et le dimanche, elles n'ont même pas la possibilité de se reposer. Il faut absolument changer ça. Merci et bon dimanche. Nous sommes maintenant place de la Victoire. Alors certes, nous avons tous mangé quelques bouchées de pain perdu le 23 avril. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on a gagné presque 20% des voix en France et qu'il ne nous a manqué que 600 000 votes pour être au deuxième tour. Et pour nous, c'est une énorme victoire parce qu'on est un mouvement très jeune. Finalement, il a été lancé il y a un peu plus d'1 an par Jean-Luc Mélenchon. Et ce que nous visons maintenant, ce sont des victoires dans un maximum de circonscriptions de France. Parce que les élections législatives, pour nous, elles sont essentielles. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à partir de 15 députés insoumises et insoumis, on peut créer une commission d'enquête parlementaire. Avec 58 députés, on peut lancer une motion de censure. Et à partir de 289 députés, on gouverne le pays. Alors, on va tout faire pour porter à l'Assemblée des députés insoumises et insoumis qui voteront des lois qui vont s'appliquer dans tout le pays. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les législatives, ce ne sont pas des élections locales, c'est vraiment pour changer le quotidien de tous les Français et toutes les Françaises. Alors moi je rencontre souvent des gens désabusés dans les porte-à-porte et les tractages qui me disent que les politiques c'est tous les mêmes, c'est tous des pourris. Et c'est vrai que depuis 30 ans, ils nous disent c'est la crise, c'est l'austérité continue.
c'est le pic de pollution perpétuel. Mais nous, Jean-Louis et moi, on n'est pas des professionnels de la politique. Mes amis là ne sont pas non plus des professionnels de la politique. On est simplement des citoyennes et des citoyens et on est engagés autour d'un programme, l'avenir en commun. Et c'est la seule chose qui compte pour nous. C'est qu'on fasse avancer ces idées, qu'on fasse voter des lois qui permettront des jours heureux pour tout le peuple français dans son entièreté. Voter pour la France insoumise, c'est voter pour des porte-paroles de l'avenir en commun, qui refuseront les privilèges, qui refuseront les lobbies, les tambouilles, les magouilles, et qui lutteront contre les politiques néolibérales, ultralibérales du gouvernement, qui est le gouvernement de la finance. Et puis, vous le savez, à la France insoumise, on lâche rien. On est là, on est la France insoumise, on est là, on est la France insoumise, on est là, on est la France insoumise, on est là. La France insoumise, on est là, on est la France insoumise, on est là, on est la France insoumise, on est là, on est la France insoumise. Merci à tous, merci à tous, bravo.